Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI, Serfa Slate en vue des élections européennes de juin 2024. Pour couvrir la campagne en cours, décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique auquel participeront près de 370 millions d'électeurs, nous nous retrouvons chaque semaine avec Jeannette Zus, chercheuse au Serfa et à l'IFRI. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. En 2019, le pacte vert européen était un enjeu central des élections européennes. Depuis, la guerre en Ukraine a remis en question nos politiques énergétiques en nous faisant prendre conscience de manière brutale de notre dépendance aux énergies fossiles russes, notre retard en matière de développement des énergies renouvelables et nous a poussé à interroger un abandon peut-être un peu trop rapide du nucléaire, supplanté en Allemagne par un recours massif au charbon pour produire de l'électricité. Alors que les États-Unis subventionnent largement le développement des énergies vertes via l'IRA, que la Chine domine les technologies du renouvelable, où en est l'Europe dans la décarbonation de son économie, que retenir de ce pacte vert mis en cause lors du mouvement des agriculteurs de l'hiver dernier partout dans l'Union? Comment les partis écologiques défendent la transition verte et ses coûts économiques et sociaux face à des mouvements populistes qui instrumentalisent la protection de l'environnement et dénoncent une écologie dite punitive? On en parle aujourd'hui avec Vanessa Jérôme. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes politiste, professeur contractuel à l'université Simon Fraser à Vancouver, au Canada. Vous avez soutenu en 2014 une thèse intitulée « Militants de l'autrement, sociologie politique de l'engagement et des carrières militantes chez les Verts, Europe Écologie Les Verts ». Nous sommes aussi avec Kevin Puisieux, directeur de la Fondation de l'écologie politique, conseiller parlementaire d'Eva Joly au Parlement européen jusqu'en 2016. Bonjour monsieur. Vous avez rejoint en 2018 la Fondation pour la nature et l'homme avant de devenir directeur de la Fondation de l'écologie politique en 2022. Pour commencer cet épisode, Jeannette, je vous propose d'écouter Anna de Parnay-Grunenberg. Elle est franco-allemande, eurodéputée pour les Verts allemands. Elle nous a répondu donc en français. Elle est membre de la délégation au Parlement européen sur le Mercosur et suppléante dans la commission sur l'environnement ainsi que sur l'agriculture. Jeannette, vous lui avez demandé son point de vue sur ce fameux pacte vert. Alors, le pacte vert de l'Union européenne a été, on va dire, une surprise très positive au début du mandat. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai élan, on va dire, d'écouter enfin la science, de regarder qu'est-ce qui se passe sur notre planète au niveau du réchauffement climatique, des implications sociales et pour notre civilisation et bien sûr aussi pour nos économies. Et en même temps, regarder ce qui se passe au niveau des écosystèmes naturels et de toutes les espèces vivantes. Donc on a eu des textes excellents au début du mandat et ensuite les différentes législations ou les différentes propositions de loi qui en ont découlé, en fait, elles se sont amoindries ou appauvries au fur et à mesure des 5 ans. Donc ça veut dire qu'au début, ce qu'on a eu, c'était excellent et au niveau de l'énergie et au niveau de la transition énergétique, je pense qu'on a très bien travaillé. Et par contre, ça devait être accompagné aussi de beaucoup d'efforts justement dans le domaine de l'agriculture, des transports et de la protection des écosystèmes. Et là, on a vraiment vu qu'à la fin de la législation, les majorités ont commencé à faire volte et à se dire non, en fait, on va pas être si sérieux que ce qu'on avait promis. Et il y a même eu certains projets de loi qui ont été complètement décapités et tournés dans le contraire de ce qui a été proposé au début de la mandature. Donc le pacte vert, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il aille plus sérieusement et surtout, il faut qu'il trouve de nouveau des majorités et un nouvel élan. Voilà. Le pacte vert, il est critiqué évidemment par ses opposants, mais aussi par les Verts, qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, Kevin Puisieux. La critique qui est faite au pacte vert varie en fonction des différentes familles politiques. D'un point de vue des écologistes, la critique a pu porter sur le manque d'ambition, sur le manque de cohérence entre certaines politiques publiques, entre la perspective de transformation écologique et le maintien de politiques commerciales qui ne prend pas en compte ces enjeux, d'incohérence des réformes des politiques budgétaires qui ne répondent pas aux besoins d'investissement dans la transition. Cette critique, elle est construite depuis un projet très ambitieux en matière de transformation écologique. Évidemment, c'est à des années-lumière de la critique qui est formulée depuis l'extrême droite ou une partie des conservateurs européens qui voient dans le Green Deal un agenda progressiste qu'ils dénoncent et qu'ils combattent et autour desquels ils ont articulé, il faut le constater, une stratégie populiste de plus en plus efficace. Vanessa Jérôme, que contient ce pacte si critiqué ?
Alors pour commencer, je pense qu'il faut qu'on puisse souligner que le pacte vert, c'est une politique qui est, ambitieuse, qui a été un peu, surprenante d'ailleurs parce qu'elle n'était pas, donnée d'office. Le groupe parlementaire, écologiste au Parlement européen, plaide, en faveur d'une transition et de l'équivalent d'un pacte vert donc, plus connu, hein, sous, l'appellation anglaise Green New Deal depuis très longtemps. Donc les écologistes avaient un recul sur, ce type de transition, sur ce qu'il fallait faire. C'est dans leur programme depuis très longtemps, notamment depuis, 2009, où on voit déjà apparaître, hein, y compris l'expression même de Green Deal ou Green New Deal, c'était dans leur programme. Donc ils avaient une vision très ambitieuse de ce pacte. Quand madame, la présidente, Ursula von der Leyen commence à se saisir de cette question, elle surprend un peu, y compris les écologistes, parce qu'évidemment, c'est pas sa famille politique, et puis parce qu'on est dans une dynamique européenne qui peine un peu sur ces questions-là. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est cet enthousiasme finalement de départ pour ce pacte vert. Le pacte vert, c'est quoi? C'est la politique phare de transition européenne, de transition écologiste, mais aussi de transition sociale. Le problème avec ce pacte, c'est comme toutes les politiques européennes, il est complexe, il comprend beaucoup de directives, de règlements. Donc c'est comme d'habitude un espèce de paquet en fait, hein, qui arrive avec plusieurs volets. L'essentiel des mesures finalement se décline sur des choses qui sont très 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 concrètes. D'abord une loi, peut-être pour reprendre les plus importantes, hein, une loi climat européenne qui a été votée en 2021, qui est un petit peu l'objet phare de ce pacte parce qu'il s'agit de prévoir les politiques qui vont permettre d'atteindre la neutralité climatique en 2050 et la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Évidemment, ce plan arrive avec tout un tas d'autres mesures concrètes qui sont censées permettre à l'Europe, en gros, hein, de s'aligner sur l'objectif final qui est de limiter le réchauffement climatique de la planète à plus 1,5 degré en moyenne depuis l'ère pré-industrielle. Pour arriver à cet objectif-là, qui est évidemment ambitieux, hein, dont certains scientifiques nous disent qu'il est d'ores et déjà inatteignable maintenant, eh bien, il faut prendre tout un tas de mesures comme celles qui ont été votées en Europe. L'interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Le fait d'atteindre un mix énergétique avec 50% d'énergie renouvelable. La protection des milieux naturels, hein. Et puis, évidemment, une politique d'accompagnement financier pour cette transition, 700 milliards qui sont censés être fléchés pour la transition. Donc, le pacte vert, c'est ça, c'est ce paquet de directives, de réglementations qui sont censées nous permettre de nous aligner sur la limite de réchauffement de 1,5 degré du climat. Alors, la transition écologique était vraiment le grand sujet de la campagne de 2019. Kevin Puisieux, pourquoi était passé au second plan lors de la campagne de 2024 ? C'est difficile de dire que les enjeux sont totalement passés au second plan. Déjà parce que les différentes études d'opinion soulignent que quoi qu'il arrive, les enjeux environnementaux, de lutte contre le règlement climatique sont toujours très hauts, à la fois parmi les inquiétudes et les attentes des citoyens et citoyennes européennes. Ce qu'on peut néanmoins dire, c'est qu'effectivement, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu la guerre en Ukraine, que les conséquences de cette guerre sur l'inflation, le pouvoir d'achat, l'évolution de nos dépendances aux énergies fossiles russes est venue au moins changer la manière dont la discussion s'opérait par rapport à 2018-2019, qui était une année par ailleurs marquée par le mouvement social climat, des marches pour le climat, des grèves pour le climat, qui elles-mêmes ont en partie évolué ces dernières années. Donc oui, c'est différemment formulé, d'autres sujets ont émergé, notamment avec la montée en puissance de l'extrême droite ces derniers mois, ces dernières années. Il ne faut pas sous-estimer que le sujet reste quand même très important dans une large partie, pour une large partie de la population européenne.
Alors moi, ce qui me frappe, c'est plutôt le décalage en fait entre la dynamique au Parlement européen qui continue sur la lancée justement des engagements pris par la présidente et qui ont continué de se traduire concrètement. En 2023, il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées autour du pacte vert. Et puis de l'autre côté, des opinions publiques dans lesquelles les thématiques environnementales, écologistes, effectivement, sont peut-être plus compliquées à attraper. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une polarisation des débats avec deux choses. Il y a effectivement la montée des extrêmes droites partout en Europe, qui fait peur, qui évidemment mobilise les partis politiques d'une manière justement différenciée. Et puis on a surtout qu'on est entré avec la guerre en Ukraine. Finalement, c'était l'occasion de construire ce que certains ont appelé une écologie de guerre, c'est-à-dire de profiter d'une certaine manière, même si le mot peut paraître malheureux, de ce conflit pour réorienter les politiques, pour en finir avec la dépendance au gaz russe et donc prendre ce prétexte, cette occasion pour sortir des énergies fossiles. Ce qui se passe un petit peu, pas à la place, mais concomitamment avec ça, c'est qu'on est entré dans l'ère du grand blaming, c'est-à-dire de l'attaque systématique des politiques écologistes et des mesures concrètes, pratiques qui sont prises. Il n'y a plus vraiment de climato-sceptiques, on n'est plus dans cette époque-là, plus trop. On est maintenant rentré dans l'époque où à chaque fois qu'on propose une mesure, eh bien, elle est attaquée d'une manière ou d'une autre. Donc, le rapport de force a un petit peu évolué et là, maintenant, on a une vraie polarisation entre ceux qui militent pour la transition et qui donc sont enclins à soutenir les mesures de ce pacte européen et ceux qui, de l'autre côté, forment cette espèce de coalition anti-climat, d'intérêts combinés, d'entreprises, de firmes internationales, de droite et d'extrême droite, qui, elles, se mobilisent avec force pour lutter contre cette transition et parfois avec le soutien plus ou moins conscient, plus ou moins programmé, finalement, de mouvements sociaux qui finissent par devenir anticlimatiques. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la mobilisation des agriculteurs ces dernières semaines. Est-ce que cette remise en cause des enjeux climatiques a nui au mouvement écologiste européen ? Les écologistes en France, mais aussi en Allemagne, aussi dans d'autres pays européens, sont devenus, ces dernières années, des boucs émissaires politiques faciles. On l'a constaté par exemple en France dans le cadre de la crise agricole qui a marqué le début de l'année 2024. Le Premier ministre, dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, a pointé du doigt la responsabilité des écologistes qui ne participent pas au gouvernement depuis près d'une dizaine d'années. L'opération politique de dénigrement des Verts comme source de malheur pour les citoyens est un procédé largement utilisé. Je peux imaginer qu'en Allemagne, où les Verts participent à la majorité, le procédé soit encore plus fortement utilisé. Les écologistes français souffrent d'un double contexte difficile. À la fois, ils sont des boucs émissaires faciles des errements des politiques écologistes gouvernementales et des conséquences sociales ou économiques qui sont parfois non traités ou maltraités. Il souffre aussi d'un contexte institutionnel qui se lie à l'aune de l'enjeu des élections présidentielles. La division entre formation écologiste et de gauche dans le cadre des élections européennes, probablement, participe à une forme de démobilisation importante et qu'il faudra analyser au lendemain des résultats des élections européennes. Alors justement, selon les sondages, les Verts allemands et français, qui font traditionnellement de bons scores aux élections européennes, semblent avoir un peu plus de mal pour celles de 2024. En France, la liste de Marie Toussaint, l'écologiste, est aux alentours de 6%, quand les écologistes avaient fait plus de 13% en 2019, il y a 5 ans. En Allemagne, en 2019 toujours, les Verts avaient dépassé 20%, un score remarquable qui les avait mis devant les sociodémocrates. Et là aussi, les sondages leur sont moins favorables qu'en 2019, ils perdraient environ 5 points. À quoi cela est dû, peut-être d'abord en Allemagne? La perte de dynamique des partis écologistes, il faudra attendre le résultat des élections pour le préciser. Évidemment, l'explication varie en partie d'un pays à l'autre. Il est certain que la participation à la majorité en Allemagne n'est pas sans conséquence. Il sera intéressant néanmoins de regarder la différence en termes de perte de points
entre les Verts allemands et les sociaux-démocrates, il n'est pas impossible que les Verts résistent mieux, ce qui, par ailleurs, viendrait plutôt souligner que leur participation au pouvoir et leur leadership, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, n'est pas non plus rejeté d'un revers de la main. Vanessa, vous qui connaissez bien le mouvement écologiste français, quelle analyse vous faites aussi du décrochage qu'on peut voir des écologistes en 5 ans par rapport à ces élections européennes? Peut-être qu'on peut juste très rapidement, quand même, souligner, que les résultats électoraux des écologistes, en France, mais aussi ailleurs, sont des résultats qui sont toujours en dents de scie, hein. En 2019, on était dans un contexte évidemment, on l'a rappelé, très particulier, de mobilisation. Les écologistes sont toujours plus forts dans les institutions quand les mouvements sociaux, quand la société civile se mobilise aussi à l'extérieur de ces institutions pour créer un rapport de force. Là, le contexte dans lequel on se trouve pour cette élection, il est quand même très, très, très différent. Et en Europe, d'une manière générale, mais particulièrement en Allemagne et en France, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est pas seulement un discrédit ou le fait que les écologistes soient pris pour des boucs émissaires. On a une répression, une criminalisation des militants écologistes comme on n'en a jamais connu. Donc on a un contexte qui finalement libère une certaine parole anti-écologiste, stigmatisante, et qui du coup se traduit dans les faits de manière extrêmement concrète. On a aussi un contexte international de guerre, de conflit, qui pèse, comme je le disais tout à l'heure, non pas dans le sens d'une transition écologique qui permettrait à l'Europe de trouver son autonomie, son indépendance, sa protection vis-à-vis de régimes autoritaires, pétrolifères, etc., mais plutôt un contexte dans lequel ces conflits induisent des coupes budgétaires, induisent une politique d'austérité. On est dans une marche à la guerre, on est en train de financer les dépenses militaires au détriment des budgets qui sont les budgets justement de ce pacte vert et qui permettent la transition écologiste. Et ça, c'est un grand classique dont on a beaucoup de mal à sortir. Et le discours que tiennent maintenant les écologistes au Parlement européen, c'est de dire on va devoir assumer une politique de la dette, on va devoir assumer une politique d'investissement important. Oui, on va dépenser de l'argent, oui, même on va en créer. Dans le programme écologiste, il y a aussi cette proposition de faire très concrètement marcher la planche à billets, comme on dit de temps en temps vulgairement, pour financer non pas simplement la guerre et l'armement, comme c'est le cas, mais pour financer la sortie de la dépendance de l'Europe, du point de vue énergétique notamment, et pour réaliser une véritable transition. Donc, on est dans un contexte qui est difficile parce que tout pousse vers finalement la transition écologique, mais que finalement, ça se fait au détriment du groupe qui la porte depuis toujours, qui a été en avance sur l'histoire de ce point de vue-là, et qui maintenant fait les frais du contexte, d'une certaine manière. Mais justement, dans ce que vous dites, Vanessa, c'est intéressant. Vous dites qu'ils portent ces idées, ce programme depuis toujours, mais est-ce que le fait aussi peut-être que d'autres partis, les sociodémocrates ou même les libéraux, on le voit à leur manière, ont commencé à infuser ces idées en pro-environnement, est-ce qu'ils ne se sont pas fait finalement déposséder de leur fonds de commerce politique? Effectivement, ils ont été plus ou moins bien et plus ou moins fréquemment dépossédés parce que l'enjeu écologie, évidemment, a été diffusé dans la société. Ils ont été dépossédés de 2 manières, dépossédés de leur thème parce que tout le monde s'est mis à parler d'écologie, même si évidemment c'est pas de la même écologie dont on parle à l'extrême droite, à la droite ou à la gauche de l'échiquier politique. Ils ont été aussi pour certains débauchés, c'est-à-dire on a dépossédé les partis verts de leurs élus. Je pense notamment à 2 cas qui sont un petit peu phares pour les Verts français quand on regarde le Parlement européen. C'était bien sûr Pascal Canfin qui a été un des premiers, quand il était chez les Verts et président de la commission économie du Parti vert, à porter ce Green New Deal, ce pacte vert, et qui est passé chez les macronistes il y a quelques années. C'était Pascal Durand aussi qui était secrétaire national des Verts et qui est aussi passé chez les macronistes. Donc effectivement, les Verts ont été dépossédés de leur thème et puis au fil du temps un petit peu de leur personnel politique. Et puis surtout, et je crois que c'est là leur plus grande bataille, et ils la perdent, si j'ose dire, peut-être encore une fois cette année, c'est la bataille de réussir à finalement créer une coalition d'intérêts de toutes les catégories sociopopulaires autour de leur projet. Le grand drame des écologistes, c'est que par trop grande peur de devenir des populistes,
ils n'ont jamais su devenir populaires. Du côté des Allemands aussi, cette chute dans les sondages, ou en tout cas ces scores qui s'annoncent moins bons, sont le fait, peut-être de la dépossession comme on en a parlé pour les Verts français ou peut-être aussi de leur participation, au gouvernement, à la coalition, de gouvernementale allemande, alors que les thématiques écologistes sont quand même très présentes en Allemagne. Donc, comment vous analysez peut-être la perte de vitesse des écologistes en Allemagne? Elle est de manière, assez, classique le prix que les écologistes payent en général dans des séquences où ils ont été, au pouvoir. Parce que du coup, comme ils ne sont jamais capables d'être, élus de manière majoritaire, ils le sont toujours dans des coalitions où ils sont, mélangés évidemment avec d'autres, partis dans lesquels ils pèsent plus ou moins. La rançon, du pouvoir, de participer au pouvoir, c'est que, eh bien, quand le pouvoir est attaqué ou quand le pouvoir est discrédité, eh bien, on en fait les frais d'une manière générale. Ce qui est surprenant là en Allemagne, c'est que justement l'Allemagne, les Verts allemands étaient toujours un petit peu le contre-exemple par rapport aux Verts français, hein, notamment, de dire que finalement, eux avaient la particularité de ne pas payer le fait de gouverner ou d'être entrés très tôt dans des coalitions gouvernementales, que ce soit dans les Länder ou que ce soit dans d'autres types de coalitions. Ce qui est intéressant là, justement, hein, c'est de voir si effectivement les Verts allemands payent à cette élection cette participation au pouvoir. Ce sera peut-être le signe que pour cette séquence, les écologistes font vraiment les frais de la stigmatisation et de la criminalisation dans laquelle ils sont désormais d'une manière générale en Europe. Actuellement, les Grunes, les Verts allemands et les Verts français ont pour but de sauver le pacte vert. Que proposent-ils concrètement? Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est finalement le caractère très complet du programme qui est proposé, qui est à la fois une manière d'articuler les fondamentaux des écologistes, comme par exemple la transformation des institutions européennes. Hein, on parle d'assemblée constituante encore pour la rendre plus démocratique, plus proche des citoyens, mais aussi des mesures qui sont strictement liées au pacte vert européen. Avant de rentrer peut-être un tout petit peu plus dans les détails, je voudrais dire qu'une chose me frappe, c'est la difficulté finalement à mettre l'accent dans cette campagne sur les mesures qui pourraient travailler l'acceptabilité sociale, notamment auprès des classes les plus désargentées, hein, les plus paupérisées, de cette transition. Le problème des écologistes en politique, ça a toujours été de rendre désirable la transition écologiste de la société. Et là, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu une occasion manquée, parce que dans cette campagne, on met beaucoup l'accent sur des mesures qui sont des mesures financières, qui sont importantes, hein, comme la conditionnalité des subventions et des aides publiques européennes, un fonds d'adaptation pour les dérèglements climatiques pour aider à la transition, l'ISF climatique qui permettrait de taxer les 0,5% des plus riches et de récupérer 70 milliards d'euros par an pour financer cette transition, financer aussi un fonds de souveraineté écologique à hauteur de 100 milliards d'euros. Donc tout ça, ce sont des mesures qui sont intéressantes, évidemment, qui sont là pour soutenir, pour financer ce pacte européen, de faire en sorte qu'on continue de garder le cap. Et en même temps, il y a tout un tas d'autres mesures qui pourraient attirer les classes populaires, des mesures clairement destinées à soutenir les classes populaires dans cette transition, comme le fait d'aligner toutes les politiques européennes sur les politiques qui sont déjà prises par les États et qui sont les plus favorables aux 10% les plus pauvres. Je pense aussi à un pacte pour l'emploi, hein, pour protéger, accompagner les travailleurs dans la bifurcation écologique. Je pense à une mesure du programme qui concerne la tarification sociale et progressive avec des premières consommations gratuites pour soutenir justement la transition sur les produits de subsistance qui sont les plus vertueux, qui sont les meilleurs pour la santé et qui pourraient devenir les meilleurs pour le porte-monnaie, etc. Donc, je ne vais pas développer, mais il y a tout un tas de mesures qui sont directement adressées aux classes populaires dont il faut absolument conquérir le soutien pour réaliser cette transition et qui ne sont pas vraiment mises en avant dans cette campagne qui, par ailleurs, est encore une fois, mais ça c'est une question de cadrage médiatique centré sur qui va gagner, qui fait la course à qui, plutôt que sur finalement des débats de fond qui concerneraient ce pacte de transition. Les Verts, ils sont généralement connus pour leur position anti-nucléaire, mais c'est quand même généralement plus difficile de s'opposer au nucléaire en France qu'en Allemagne, Kevin Puisieux. La position des Verts français est finalement relativement simple.
Le nucléaire est là, il y a un certain nombre de centrales encore en activité pendant encore une certaine période. L'idée est aujourd'hui moins de demander un arrêt anticipé des centrales nucléaires que de ne pas perdre de temps et d'énergie à construire de nouveaux EPR en France et en Europe et de concentrer la force d'investissement dans les énergies renouvelables. Alors, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que historiquement, les écologistes sont des partis qui sont anti-nucléaires. C'est leur fondement. Première liste aux élections européennes qui a été proposée en 1984 était menée en France par Didier Angers, qui était justement un militant anti-nucléaire. La différence entre les Verts allemands et les Verts français, c'est que, évidemment, la France est une puissance nucléaire, donc cette énergie est incontournable. On ne peut pas parler de transition énergétique en France sans parler du nucléaire. Et comme le disait Kevin Cuisieux, les Verts français ne sont pas sur une position de sortie immédiate du nucléaire, au sens où il faut évidemment entretenir ces centrales pour les conduire vers la fermeture. Et ça, c'est 20 ans, 25 ans. On ne peut pas, là, arrêter, stopper le nucléaire en appuyant sur un bouton et puis c'est terminé, tout est fini. Donc, ce qui compte, c'est de voir la cohérence anti-nucléaire des écologistes dans tous les pays et notamment, je pense que le point le plus remarquable pour illustrer cette cohérence, eh bien, c'est le fait que dans tous les derniers votes qui ont lieu ces dernières années et qui concernaient le pacte vert, il y a 100% d'écologistes au Parlement européen qui ont voté contre l'introduction, la reconnaissance du gaz fossile et du nucléaire dans les technologies vertes quand il s'est agi de voter sur donc, la taxonomie des énergies au Parlement européen. Donc leur cohérence, je crois qu'elle n'est pas à démontrer. Ils sont tous anti-nucléaires. Après, la question, c'est combien de temps on met et combien de moyens on met pour en sortir quand il y en a. Et c'est le cas en France. Vous l'avez dit, Vanessa Jerôme, les Verts gouvernent dans des coalitions sur le plan national. Ça va peut-être être le cas aussi lors de la prochaine législature au Parlement européen, avec des Verts qui rejoindraient la majorité von der Leyen aux côtés des sociodémocrates, des chrétiens-démocrates et des libéraux. La perspective pour les écologistes de participer aux discussions liées à la constitution d'une grande coalition au Parlement européen n'est pas nécessairement une nouveauté. Ils le font à chaque début de mandat. La discussion traverse toujours le groupe des écologistes. Qu'est-ce qui ferait que les choses changeraient cette fois ? C'est probablement la radicalisation des conservateurs européens. Le fait que la droite européenne puisse aujourd'hui envisager très sérieusement une alliance avec l'extrême droite de Mélanie ou de Le Pen au Parlement européen pourrait conduire les écologistes à envisager plus sérieusement de venir rendre possible le maintien d'une coalition favorable au pacte vert. Ce qui n'était pas un enjeu nécessairement en 2019, où la question du pacte vert était au moins dans les discours suffisamment consensuelle et où la non-participation des écologistes était liée soit à un manque d'ambition, soit à un manque de cohérence entre politiques publiques. Donc je ne crois pas qu'on est sur une rupture politique, puisque la perspective a toujours été discutée. Ce qui change, c'est le contexte politique et la possibilité peut-être d'une grande coalition dont le centre serait un peu plus à gauche que d'habitude, mais on verra après les élections. Nous avons beaucoup parlé d'écologie et d'environnement, et c'est normal puisque nous parlons des partis verts français et allemands. Mais les partis verts, ce n'est pas que l'écologie, il y a d'autres propositions. Jeannette, vous avez demandé à l'eurodéputée verte Anna de Parnay-Grunenberg quelles étaient les autres thématiques portées par les écologistes en Allemagne. Voici sa réponse. Alors, les Verts allemands mettent l'accent évidemment sur, on va dire, tout le thème de notre économie et on va dire de garder notre richesse d'une certaine manière et pas forcément de décrire la richesse de la même manière qu'elle a été décrite jusqu'à maintenant, mais en fait comment pouvoir rester dans une société où on a de l'air pur, de l'eau claire, une structure de civilisation qui nous protège et des économies qui fleurissent en respectant en fait les limites planétaires. Donc ça c'est vraiment l'axe principal de notre programme et bien sûr l'aspect social, c'est-à-dire compenser que ce soit les agriculteurs ou les propriétaires forestiers ou même toutes les entreprises
qui ont en fait fleuri dans l'ancien modèle, les accompagner vers le nouveau modèle. C'est au cœur en fait de la transition écologique, donc qui s'appelle maintenant Green Deal. Mais cette idée de la transition écologique, bien sûr, on la porte dans le programme allemand. Et c'est l'axe principal. Donc voilà, l'agriculture, bien sûr, est au centre de ces questions parce qu'on ne peut pas faire de nourriture sans nature qui fonctionne. Et comment arriver à produire notre nourriture de manière souveraine, de manière, on va dire, en inclin avec la nature, sans beaucoup de pesticides, donc en réduisant les pesticides, en mettant en avant des nouveaux modèles agronomiques et en respectant aussi, on va dire, les forces ouvrières qui doivent être bien payées et où on ne doit pas en fait se poser sur la main-d'œuvre, on va dire, moins chère qu'on va chercher ailleurs. Donc tout ça, c'est au cœur du pacte vert, avec bien sûr aussi la transformation de nos systèmes de production et de mobilité. Au-delà des sujets exposés par l'eurodéputé, quels sont les grands sujets, les thèmes défendus par les Verts dans cette campagne européenne ? Alors, il y en a d'autres, même s'ils passent un petit peu en arrière-plan. Il y a encore une fois des sujets qui sont des fondamentaux des écologistes au niveau européen. Je pense par exemple à leur attachement à une Europe pacifiste, pour ne pas dire pacifiée. C'est important parce que ça guide un peu leur position sur le conflit en Ukraine, mais aussi plus proche de nous maintenant sur le conflit entre l'État d'Israël et le Hamas. Donc une Europe pacifique, une Europe de la solidarité, de la coopération internationale, une Europe ouverte aussi, ça veut dire une position sur les questions de migration, qui n'est évidemment pas celle du repli auquel invitent les droites et les extrêmes droites. Je pense aussi à des programmes qui ont fait un petit peu la grandeur, pour ne pas dire la splendeur de l'Europe, notamment le programme Erasmus pour les étudiants. Donc les Verts ont gardé, même dans ce contexte, un ensemble de mesures en tête qui sont un peu paradoxales parce que si on regarde l'aspect écologie, économie, on est plutôt sur une position un peu de repli, avec la taxe carbone aux frontières, avec des mesures qui sont pour que l'Europe produise et consomme dans son intérieur, donc quelque chose d'assez refermé, même si ça soutient la politique de transition écologiste. Et puis sur les autres thèmes, au contraire, une politique très ouverte, très accueillante du point de vue des migrations, du point de vue des circulations des personnes et du point de vue de la géopolitique. Donc ça, ce sont restés des fondamentaux. On les voit moins dans la campagne, mais ils sont toujours présents dans le programme. Il y a la guerre en Ukraine qui a changé aussi la vision des Verts sur la défense, Kevin Puisieux. Les écologistes français notamment, fédéralistes qu'ils sont et partisans de la défense de la paix, portent l'idée de la construction d'une armée européenne au nom de l'idée d'une forme de souveraineté partagée et solidaire entre États membres. Évidemment, la constitution d'une armée ne va pas nécessairement de pair avec des velléités d'attaque offensive, d'intervention aux quatre coins du monde, mais juste de donner à l'Europe les moyens de se défendre en cas notamment de défection des États-Unis dans la défense du continent. Donc on est là tout simplement sur une convergence entre une forme de pragmatisme face au chaos actuel, mais finalement en ligne avec les traditions politiques des écologistes depuis au moins une vingtaine d'années. De manière générale, les Verts français et les Grünen allemands sont à peu près d'accord sur tout ? Et les différences entre écologistes français et Grünen allemands sont déjà à relativiser en partie, en tout cas au Parlement européen. Français et Allemands réussissent à avancer ensemble, probablement dans plus de 99% des situations. Il y a néanmoins des sujets qui font l'objet de discussions parfois difficiles entre Français et Allemands et qui peuvent concerner des sujets comme aujourd'hui le lien à la fiscalité. Les Verts allemands ont plutôt été favorables à l'élargissement du marché carbone aux automobilistes et au chauffage individuel, alors que les Verts français, marqués par le mouvement des Gilets jaunes et ayant tiré des leçons politiques de ce mouvement social, s'y opposent frontalement. Mais là, on parle des écologistes, mais c'est même la société civile écologiste française qui, en la matière, s'oppose à cet élargissement du marché carbone. D'autres sujets, comme la question évidemment des enjeux de dette et de déficit public, ont été des sujets longtemps compliqués, les Verts allemands ne souhaitant pas nécessairement s'éloigner trop du consensus allemand.
La crise Covid, le besoin d'un plan de relance, les difficultés aujourd'hui pour atteindre nos objectifs climatiques font que la discussion ne s'est pas résolue, mais en tout cas s'est simplifiée. Des convergences sont un peu plus faciles sur le sujet aujourd'hui. On peut aussi voir parfois des désaccords, notamment sur la question des politiques monétaires, du rapport à la Banque centrale, mais qui sont liés pour le coup à des histoires nationales très différentes. Merci Vanessa Jérôme, merci Kevin Puisieux, merci Jeannette. On se retrouve au lendemain du 9 juin pour une analyse de ce scrutin européen.